Et aujourd'hui, un zoom spécial sur le mondialisme. Pour en parler, mon invité Pierre Hilard. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre Hilard est docteur en sciences politiques. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages. Minorité et régionalisme, la décomposition des nations européennes, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Vous êtes venu, Pierre Hilard, l'an dernier pour nous présenter votre atlas du mondialisme. Vous venez aujourd'hui pour nous présenter son tome 2. C'est une somme, archive du mondialisme, édité chez Nouvelle Terre. À propos de mondialisme, j'aimerais, Pierre Hilard, que vous commenciez par nous définir ce terme. Le mondialisme, c'est un courant religieux et philosophique qui consiste à unir le monde, l'humanité, une population mélangée, déracinée, dans le cadre de structures politiques administratives et avec une religiosité d'un Dieu unique, comme diraient les kabbalistes, l'En-Sof. Quelle est la différence avec la mondialisation? La mondialisation, ce sont les échanges naturels de biens de personnes en fonction de l'évolution technique. Il y a 2000 ans, à pied, à cheval, en bateau. Aujourd'hui, avion, Internet, etc. Voilà, la mondialisation est un phénomène naturel. Du fait du progrès technique. Voilà. 19e siècle, c'était le chemin de fer. Aujourd'hui, l'avion. Voilà. C'est un phénomène naturel, la mondialisation. Alors vous expliquez, Pierre Hilard, que l'objectif des tenants du mondialisme, c'est d'arriver à un gouvernement mondial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça recouvre ? Alors, dans mon livre, donc Archives du mondialisme, je montre qu'il y a cette volonté de gouvernance mondiale liée avec monnaie mondiale. Et je présente en particulier les propos de la revue The Economist, qui annonçait à l'horizon 2018, dans une revue de 1988, une monnaie mondiale, Phoenix, ou un autre nom, peu importe, et des documents aussi de The Economist qui présentent un projet en 1990 d'une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux. Et chose très intéressante, vous avez l'Union européenne accolée à l'Amérique du Nord avec l'Angleterre qui fait le lien. Et le Brexit rentre dans cette catégorie. Et vous avez des blocs, Eurasia, Confuciania pour la Chine, Hinduland pour l'Inde, Islamistan pour le monde musulman. Et ce projet donc va de pair avec la monnaie mondiale. Et il faut rappeler, et c'est ça que j'explique dans ce livre, que ces projets actuels, défendus entre autres par la City de Londres, s'appuient sur des idéaux anciens. Vous avez par exemple l'Utopia de Thomas More en 1516 qui développait le même idéal d'un monde unifié, population mélangée, des populations devant déménager tous les 10 ans pour ne pas s'enraciner, nomadisme. Vous avez le fameux bouquin d'Émeric Crusset qui appelait en 1623 dans son livre Le Nouveau Ciné à une monnaie mondiale, capitale du monde Venise, la Sérénissime, un monde mélangé et toujours un Dieu unique, référence à l'En-Sof de la Kabbale. Et j'ai montré en particulier que là où les choses commencent à s'accélérer, c'est le XVIe siècle avec les Pays-Bas, enfin la Province-Unie, où vous avez la première communauté marane qui crée ce pôle financier avec Amsterdam. Et ce pôle financier va perdurer grosso modo un siècle, et dans la deuxième moitié du XVIIe, vous avez cette bascule de ce pôle financier des Pays-Bas à Londres, avec la City de Londres, l'accord conclu entre Menasseh Ben Israël et Cromwell. Et on vit sur cet acquis, si je puis dire, depuis les années 1650-1660. Mais alors, Pierre Hilard, donc vous citez voilà, le magazine The Economist de 88 qui parle de cette monnaie, le phénix, mais aujourd'hui personne n'entend parler de ce phénix. Où est-il? Alors, vous avez eu déjà, il faut toujours voir les causes profondes, vous avez eu déjà en 1944, lors des accords de Bretton Woods, une volonté de la part de Keynes d'établir une monnaie mondiale qui s'appelait le Bancor. Keynes, l'économiste britannique. C'est ça. Et la chose, avec le Staline qui ne voulait pas rentrer dans le jeu, la chose ne s'est pas faite, donc c'est le dollar qui s'est imposé. Et vous avez eu, en particulier en 2010, un rapport du FMI, à l'époque donc sous la direction de Strauss-Kahn, qui voulait instaurer le Bancor. C'est la page 26 d'un rapport du FMI, donc en 2010. Et tout ça en concurrence avec le dollar. En fait, dans la gouvernance mondiale, vous avez deux concurrents. Vous avez une monnaie mondiale voulue par la City de Londres qui doit mettre de côté le dollar, et vous avez une faction oligarchique, j'ai bien dit une faction oligarchique anglo-saxonne qui veut le maintien du dollar comme monnaie de référence. Ces deux factions anglo-saxonnes. Voilà, il y a des bagarres entre elles. Et en particulier, ça se voit avec l'affaire du Venezuela. Vous avez
vraiment présenter rapidement le cadre général. Vous avez eu en 1969 la création des DTS, droits de tirage spéciaux, et depuis 2016, vous avez... Alors les DTS, pour nos téléspectateurs, on rappelle que c'est un cocktail de monnaie nationale. Voilà. C'est un panier de monnaie. Voilà. Et depuis 2016, ça représente donc le dollar, le yen, la livre sterling, l'euro et le yuan. Le yuan a intégré en octobre 2016 ce panier de monnaie. Et chacune de ces monnaies a une pondération. Le dollar, je vous donne les chiffres arrondis, 41%, l'euro 31%, le yen et la livre sterling chacune ont eu 8% et le yuan 11%. C'était fixé en 2016 par le FMI et cette pondération doit être modifiée en 2021, sauf, précise les textes, si un événement important se produit. Donc vous nous dites, voilà, les DTS est arrivé en ce cocktail voilà, c'est le fondement, précéder cette voilà, la monnaie mondiale, c'est-à-dire qu'on pose les fondements. Et c'est arrivé en 2016. Alors, DTS créé en 69 et ils ont mis ce cocktail de monnaie 2016 avec le yuan, donc en octobre 2016. Et l'affaire du Venezuela, c'est quoi? C'est une faction oligarchique américaine qui veut contrôler ce pays pour contrôler la production de pétrole. Et donc pouvoir, si les États-Unis réussissent à contrôler le pétrole vénézuélien, c'est donc pour pouvoir peser lourd dans les négociations pour la prochaine pondération du dollar. S'ils arrivent à contrôler la production de pétrole au Venezuela, eh bien, ils pèseront plus lourd dans les échanges pour avoir une pondération plus forte du dollar dans cette monnaie en préparation mondiale, dans le cas d'une gouvernance mondiale, directoire mondiale. Et toute la politique de la City de Londres, en lien avec la Chine et de la Russie, c'est d'empêcher que les États-Unis mettent la main sur le Venezuela. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir ? Point d'interrogation. J'aimerais, Pierre Hiller, qu'on revienne sur ces factions oligarchiques, ces deux factions qui s'opposent dans l'établissement de ce gouvernement mondial. Oui. Qui sont-elles? Comment se sont-elles organisées? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu leur portrait? Alors, vous avez en gros les deux mondes. C'est la City de Londres, ancienne, qui a toujours voulu une gouvernance mondiale, et vous avez une branche rivale, deux branches, disons, aux États-Unis. La branche pro-City de Londres, c'est la famille Rockefeller, et d'ailleurs vous avez les mémoires de David Rockefeller qui dit à peu près ceci, il dit « Certains m'accusent, moi et d'autres, d'agir contre les intérêts des États-Unis en faveur d'une gouvernance mondiale. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. » Et vous avez une autre faction, à la Steve Bannon, qui, elle, cherche le maintien de la prééminence du dollar en lien avec le pétrodollar. Donc, en fait, ce sont des bagarres internes pour une finalité commune. Et déjà, on avait ce combat au temps de Cecil Rhodes. Donc, fin 19e, début 20e, vous aviez une partie qui voulait une gouvernance mondiale sous l'égide de la City de Londres, l'Empire britannique, et puis l'autre qui voulait suprématie mondiale, mais dans le cadre américain. Cecil Rhodes, qui était un professeur à l'université d'Oxford. Alors lui, c'est Cecil Rhodes, R-O-T-H, professeur à Oxford. Cecil Rhodes, Rhodesi. Lui, il est mort en 1900 ou 1902, et c'est lui qui a donné naissance à l'impérialisme vraiment anglo-saxon et qui a permis, par exemple, à des Lionel Curtis, créateur du Chatham House en 1919 et l'équivalent américain le CFR, de poser les bases d'une gouvernance mondiale, entre autres avec ce qu'on appelle les bourses d'études. Cecil Rhodes depuis 1904 et par exemple, vous avez Bill Clinton qui était bourse d'études Cecil Rhodes pour occuper des postes clés dans le domaine politique, économique, journalistique, militaire et faire progresser la gouvernance mondiale. C'est un projet ancien. On voit souvent, Pierre Hiller, que les États-Unis et la Russie se livrent encore en une sorte de guerre froide aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que la Russie de Vladimir Poutine s'oppose à ce gouvernement, à l'établissement de ce projet mondial de gouvernement? La Russie de Poutine s'oppose à un certain type de gouvernance mondiale. En fait, Poutine et ses comparses sont pour la gouvernance mondiale. Il a dit lui-même, en 2014, je le cite de mémoire, « Je suis pour un nouvel ordre mondial, politique, économique, juridique, avec une ONU modernisée, des unions régionales constituant cette gouvernance mondiale, mais des unions régionales respectant les intérêts de chacun. » Or, la faction oligarchique américaine veut la prééminence du monde américain aux dépens des autres. Donc en fait, ce sont des rivalités dans le partage du gâteau. La finalité est la même, mais les chemins pour y arriver diffèrent. C'est l'enfer qui est divisé contre lui-même. Qu'en est-il de la Chine alors? Alors, la Chine, c'est très intéressant, j'en parle dans ce livre, la Chine est un point capital dans la gouvernance mondiale, et en particulier, je vais vous citer Chatham House, qui est donc cet institut créé en 1919 pour tout ce qui est affaires étrangères, l'équivalent
américain le CFR, l'équivalent canadien c'est le CIC, enfin au début ils avaient un autre nom mais actuellement c'est le CIC, et je montre qu'en fait que ces élites, en particulier le CIC canadien, ces élites anglo-saxonnes ont joué un rôle capital dans l'équivalent du CFR chinois, la création du CFR chinois en 1948-49, avec le CPIFA, le Chinese People Institute of Foreign Affairs, et citant deux langues, anglais-chinois. Ces gens-là veulent aussi une gouvernance mondiale, mais pour la Chine, ils veulent une grosse part du gâteau. Et en face, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et le fait que la Chine soit gouvernée quand même par un modèle communiste, est-ce que ça ne va pas poser problème dans le fait que de l'autre côté, ils ne sont pas vraiment communistes, on va dire? Ce que je montre en particulier, c'est que les élites anglo-américaines apprécient le modèle chinois, avec cette surveillance du faciès, des contrôles en tout genre. Oui, qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà. Et en fait, la Chine représente un modèle amitié, mais simplement, en dehors du modèle amitié, ils n'arrivent pas encore à s'entendre parfaitement dans le partage du gâteau. Il faut bien comprendre, c'est le principe d'Al Capone, le contrôle de la production d'alcool frelaté, où vous aviez différents clans qui se tapaient dessus, dans les années 20, années 30. Ils voulaient la même chose, simplement ils ne s'entendaient pas dans le partage des zones à contrôler. Voilà. Eh bien, à une échelle planétaire, c'est le principe d'Al Capone. Ils se tapent entre eux, mais pour une finalité commune. J'aimerais, Pierre Hilard, qu'on revienne 2 secondes sur cette fameuse monnaie mondiale. On voit qu'aujourd'hui, avec la volatilité des devises, je pense qu'un tel outil de cette monnaie internationale permettrait justement de réduire, d'augmenter la stabilité des taux de change et justement d'éviter les krachs boursiers. Ça... On croirait BFM. Entendre BFM. Je me fais l'avocat. Oui, j'ai bien traduit. En fait, c'est une monnaie pour... Alors, il faut d'abord commencer dans l'ordre. Vous avez différentes banques centrales, la Fed, les États-Unis, le BCE, etc. Mais en fait, la maison mère, la banque des banques, c'est la BRI, la Banque des règlements internationaux. Le siège est à Bâle. Et si vous voulez rentrer dans cette banque BRI, impossible. Même la police suisse ne peut pas. Donc c'est un État dans l'État, donc déjà mauvais signe. Quand vous avez un système qui est coupé des instances démocratiques, puisque paraît-il on vit en démocratie, que c'est le peuple qui est souverain, eh bien quand vous voyez que même les autorités policières et juridiques ne peuvent pas rentrer dans ces bâtiments pour une raison X, c'est qu'il y a un État dans l'État. Oui, le président de la Fed est nommé par le président des États-Unis. Je parle de la BRI. Justement, au contraire de la BRI, oui, mais qui est totalement séparé. Alors attention, pour la Fed, c'est un institut privé, et en fait on présente un bonhomme, et le président des États-Unis est invité à donner... À choisir entre l'un ou l'autre, qui sont à peu près les mêmes. Oui, c'est-à-dire A et A'. Bon, autant dire que il ne se trompe jamais. Donc, cette volonté de mettre en place une monnaie mondiale, c'est au service d'une oligarchie apatride. Et en particulier, il faut toujours mettre en lien la monnaie mondiale avec l'organisation politique du monde, déjà annoncée par Thomas More ou Francis Bacon, ou encore, comme il s'appelle, Émeric Crusset, 16e et 17e siècle, mais dans la Révolution française, j'ai montré en particulier, déjà dans la classe du mondialisme, cette volonté de créer une France en damier, en carré. Vraiment un truc bien administratif. Et vous avez Klotz, le révolutionnaire Klotz, qui voulait un monde unifié, une république universelle, comme il dit, et l'Europe, et l'Amérique, et l'Asie, et l'Afrique, divisée, je le cite, en 1000 cases départementales, avec une population mélangée, où on doit rougir du mot étranger. Et déjà, et c'est ça que j'ai montré dans ce livre, dans le chapitre 3, qu'il y a, dans les instants de la Révolution de 89, tous les éléments de la gouvernance mondiale et l'encouragement à l'immigration. Je laisse au lecteur le soin de découvrir comment ça a été enclenché. Et je cite simplement un député qui s'appelait Adrien Duport, qui disait, je cite de mémoire, « Les musulmans, les ottomans et autres sectes religieuses pourront jouir des mêmes droits politiques. » C'est très intéressant de voir ça. On a l'origine de l'immigration dans la Révolution française. J'aimerais qu'on revienne, Pierre Hilard, à votre ouvrage en lui-même, physiquement, avec cette couverture. On y voit, je pense qu'on mettra ça en post-production, on y voit donc une sorte de créature ailée, genre humanoïde, reposant sur une pyramide à 4 faces. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette sculpture? Oui, alors donc sur la couverture du livre, mais aussi en couleur, il y a plusieurs photos en couleur. C'est en fait l'Angelo della Luce, l'ange de lumière, qui se trouve dans une église italienne à Rome, et ça fait à peu près 2,50 m de haut,
c'est Satan, Angelo della Luce, sur une pyramide. Là, je pense qu'on doit comprendre. Mais qu'est-ce que ça fait dans une église? Eh bien, c'est tout simplement l'intrusion du satanisme dans les instances de l'église. Et j'ai montré cela, entre autres, mais je parle entre autres du cardinal Rampolla, qui était un agent du système, qui est mort en 1913, et qui a joué un très grand rôle dans la préparation des instances de l'Église en faveur de Vatican II. Et j'ai montré que cet homme-là avait travaillé main dans la main avec, Joseph Ratzinger, qui est plus important que Jean Monnet, Schumann, etc. Donc tout ce qui est satanisme est en lien avec gouvernance mondiale et organisation administrative de blocs continentaux. Voyez-vous, le problème, lorsqu'on parle de la gouvernance mondiale, il faut voir, certes, l'aspect matériel, mais il faut voir aussi la tournure d'esprit des personnes, leurs référents religieux et philosophiques. Il y a une formule que j'utilise, vous nous expliquez que l'Église est infiltrée par les satanistes. Quand même, les téléspectateurs qui nous regardent, ils vont se dire, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, la formule que je voulais vous donner, de l'esprit dépend la matière. C'est-à-dire, quand on veut connaître par exemple quelqu'un, on ne regarde pas son compte en banque, on regarde son origine sociale. Eh bien, là, le satanisme, quand vous avez cette pyramide avec cet ange luciférien, c'est mauvais signe. Et en particulier, ça se greffe avec la maçonnisation de l'Église. Et j'ai en particulier publié le document original, sorti en septembre 1978 en italien, de toute la liste des prélats français et italiens, francs-maçons avec leur numéro de matricule. C'est un avocat italien qui s'appelait Pecorelli qui a balancé ça, il faisait partie de la loge P2. Et bon, quelques mois après, il s'est fait buter de 4 balles dans sa voiture. Donc il faut voir les référents. Le reproche que je fais aux personnes qui étudient le mondialisme, la gouvernance mondiale, ils voient l'aspect matériel. Certes, il faut le voir. Et quand je vous ai parlé, par exemple, de la gouvernance mondiale pour la monnaie mondiale, je vous ai donné la pondération des différentes monnaies. Donné par le FMI, c'est du matériel, mais il faut comprendre... Pour aller au bout, il faut aller dans le monde spirituel, le monde surnaturel. Il faut comprendre les référents spirituels et philosophiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Qui ne sont pas les mêmes quand on est protestant, pas les mêmes quand on est catholique, pas les mêmes quand on est musulman, pas les mêmes quand on est juif, etc. C'est ça. C'est comme je vous dis, quelqu'un, on est fils d'ouvrier ou fils de grand bourgeois, on n'a pas la même mentalité. Il faut comprendre l'origine sociale d'une personne et son enfance pour comprendre son comportement d'adulte. C'est pareil pour un système politique. Le sous-titre, Pierre Hilard, de votre ouvrage, c'est « De la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament ». Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Quel camp elle oppose? Alors, j'ai voulu montrer que la situation actuelle repose sur, des mots anciens. Et en particulier, je me suis occupé à montrer que dans l'Ancien Testament, vous avez en filigrane tout ce qui va annoncer la gouvernance mondiale. Et dans l'Ancien Testament, vous avez un peuple qui a été sélectionné en faveur de l'incarnation, qui est le peuple hébreu. Et ce peuple hébreu a refusé, sauf évidemment quelques juifs, à reconnaître le Christ comme Messie. Et après sa mort et sa résurrection pour ceux qui croient au Christ, eh bien vous avez eu un nouveau judaïsme qui a été créé, le Talmud, entre le 2e et le 6e siècle, et qui s'est créé en opposition, et uniquement en opposition au catholicisme. Ce Talmud, lui, il s'est opposé, qui est le code civil, politique et religieux, il s'est construit en opposition uniquement au catholicisme, et je précise bien dans le livre, ce nouveau judaïsme s'est construit en opposition au catholicisme, pas l'islam, parce qu'entre le 2e et 6e siècle, l'islam n'existe pas. Bien sûr. Et d'ailleurs, les préceptes clés de l'islam sont en harmonie avec le nouveau judaïsme. Le Dieu unique, pas de péché originel, refus de l'incarnation. Donc l'islam ne gêne pas. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et ces gens-là ont ensuite élaboré des systèmes de pensée qui ont eu des répercussions dans le domaine politique. Et c'est ça que j'ai expliqué, en sachant, pour ceux qui nous écoutent, que ce livre, il y a à peu près 240 pages de rédaction de ma part, et vous avez 540 pages de pièces d'archives, à peu près 40, français, anglais, allemand, italien, hébreu, et pour toutes les langues étrangères, elles sont intégralement traduites en français par des professionnels, et ce sont des pièces d'archives, je tiens à préciser, détonnantes. Pierre Hilard, surtout la une. Je laisserai aux téléspectateurs le soin de découvrir par eux-mêmes ce qu'il y a dans votre ouvrage. Vous l'expliquez dans votre ouvrage, Pierre Hilard, il y a de nombreux textes dans l'Ancien Testament qui laissent présager l'arrivée de ce Messie qui serait donc le Christ.
Or, les Hébreux n'ont pas cru au Messie, au Christ en tant que Messie. Donc oui. Comment est-ce que vous expliquez le fait que les Hébreux n'aient pas vu dans le Christ le Messie? Alors, effectivement, vous avez de nombreux textes qui annoncent l'arrivée du Messie. Je pense par exemple au prophète Michée qui annonce, 8e siècle à peu près avant Jésus-Christ, la naissance de ce Messie à Bethléem. Vous avez les fameux oracles du prophète Isaïe, entre autres les oracles 8 et 9, qui annoncent l'arrivée du Messie, qui portera l'empire du péché sur ses épaules, etc., etc. Alors, c'est ce que j'explique. J'ai trouvé les documents qui explique le comportement du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était la magistrature supérieure du monde hébraïque, du temps de l'Empire romain, qui donc dirigeait cette communauté juive. Et pourquoi cette élite, ces représentants juifs, se sont opposés au Christ? Il y a 4 documents qui ont littéralement marqué ces élites juives entre le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui, pour faire très court, rejettent l'idée d'un Messie souffrant au profit d'un Messie guerrier au service uniquement de la gloire d'Israël. Et ce sont des documents, à ma connaissance, qui sortent pour la première fois, et il y en a 4 autres qui sont apparus durant le 1er siècle après Jésus-Christ, qui expliquent ensuite la création du Talmud en lien avec la Kabbale. La Kabbale qui est l'interprétation ésotérique du Talmud. Et en fait, cette Kabbale est déjà annoncée dans Isaïe, dans les oracles 8 et 9, lorsqu'il parle des Obotes et des Iidonymes. En fait, c'est l'ancêtre de la Kabbale. Ça s'appelle les devins nécromanciens. Il en est un au XVIIIe siècle, Pierre Hilard, qui va affirmer être le Messie. Il s'appelle Jacob Frank, et vous dévoilez dans votre ouvrage la charte, en tout cas l'idéologie de ce personnage. Est-ce que vous pouvez la développer? Alors oui, ce que je disais, il y a à peu près 40 pièces d'archives, vraiment des documents exceptionnels, mais il y en a une. Il y a une pièce d'archive qui sort pour la première fois en France. Lorsque vous avez le christianisme, vous avez la Bible, pour le nazisme, Mein Kampf, pour l'islam, le Coran. Eh bien, j'ai obtenu les originaux, écrits de la main de Jacob Frank, de sa doctrine, 1767, 1768 et 1800. En fait, c'est une équipe d'universitaires américains qui a trouvé ces originaux, donc ils sont en hébreu, écrits de la main de Jacob Frank et de ses disciples, il y en a 3. C'est écrit en hébreu, c'est entièrement traduit en anglais, et expliqué sur 25 pages, la pensée de Jacob Frank sur 25 pages, et ensuite tout ça, évidemment, traduit entièrement en français. Et en fait, dans cette pensée franquiste, on a l'annonce de l'assujettissement de l'Église, et ça va donner Vatican II, dans le domaine spirituel, et on a l'annonce, en particulier, des néoconservateurs américains. On comprend la politique des néoconservateurs américains quand on connaît la doctrine franquiste, écrite de sa main. Et on comprend aussi les bagarres internes entre factions juives. C'est ce qui s'est expliqué en toutes lettres dans cette doctrine, et merveilleusement bien expliqué par cette équipe d'universitaires américains de Cincinnati. Et c'est une pièce d'archives unique qui sort pour la première fois en France, avec les originaux photographiés. Évidemment, Pierre Hilard, votre ouvrage évoque le monde du surnaturel, le monde du divin. Comment est-ce que vous pourrez intéresser nos téléspectateurs athées, les rationalistes, à ce que vous racontez? Alors je leur demande d'être curieux, dans ce sens que il n'y a pas que l'aspect matériel dans la vie. Il y a aussi des référents religieux philosophiques qui conditionnent le comportement d'hommes politiques ou de financiers. On peut ne pas adhérer à ces idées religieuses et philosophiques, mais au moins on peut, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, les lire pour comprendre pourquoi telle personne a dit ceci ou fait cela. Donc je demande à ces personnes d'avoir cette ouverture d'esprit, et je vais être encore plus direct, ne pas avoir cette mentalité de petites gens qui ne veut pas voir. J'aime les gens curieux, ouverts d'esprit, qui n'aiment pas, après ça c'est leur affaire, mais au moins qui ont la certitude de l'existence d'un document qui permet de comprendre ensuite le comportement de tel dirigeant politique ou de tel pays dans un événement quelconque. Ma dernière question, Pierre Hilard, je vous cite, le Nouveau Testament marque l'avenir de l'humanité, en premier lieu celui de la France, que vous appelez le Nouvel Israël. Oui.
Pourquoi la France tient-elle une telle place? Doit-elle tenir une telle place dans l'histoire? Alors, ça, le responsable, si je puis dire, c'est l'évêque Saint-Rémy, lorsqu'il va donc baptiser le jeune roi Clovis, car dans le testament de Saint-Rémy, il y a la référence à la maison de David. La maison de David préfigure la maison royale de Clovis à Louis XVI. Et Saint-Rémy rappelle l'importance de la maison de David, et entre la maison de David et le jeune baptisé Clovis, il y a l'incarnation. Et Saint-Rémy fait le lien entre les deux. C'est pourquoi le passage de témoin passe de la maison de David à cette lignée royale en la personne de Clovis, sous l'égide de Saint-Rémy, qui est à Clovis ce que le prophète Samuel était au jeune David. Mais est-ce que Clovis ne s'est pas converti au catholicisme pour des raisons catholiques et pas pour des raisons spirituelles? Si, il s'est converti pour des raisons politiques. Non, alors il y a eu un élément qui permet de savoir que la conversion de Clovis est sincère. La raison elle est simple, lorsqu'il s'est converti, il y a eu lui et à peu près 3000 de ses guerriers. C'est-à-dire que 90-95% de la population franque est restée barbare. Et il est très malhabile et même dangereux pour un chef d'État d'avoir une religion qui ne correspond pas à celle de son peuple, parce qu'il a dû entendre plus d'une fois que son peuple dire qu'il trahissait les dieux germaniques, etc. Or, chose intéressante, Clovis a connu des défaites militaires par la suite. Et sûrement, il a entendu la masse de la population franque restée païenne l'accuser de trahison. Et il aurait pu, par opportunisme, dire « j'arrête tout, je retourne à mes dieux païens ». Il est resté fidèle. Il est resté fidèle au catholicisme malgré les épreuves. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la solidité de quelqu'un quand on reste fidèle malgré les épreuves. C'est vrai pour beaucoup de choses. Pierre Hilard, pour nos téléspectateurs, je rappelle le titre de votre ouvrage. C'est donc le tome 2 de l'Atlas du mondialisme. Ça s'appelle Archives du mondialisme. C'est chez les éditions Nouvelle Terre. Merci Pierre Hilard. Merci.